Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Nous sommes à J-1 d'un exploit ce mercredi en basket. La Roca Team affronte l'Olympiakos pour le dernier match des quarts de finale en Euroleague. Si on ne peut plus simple, l'équipe qui l'emporte accédera aux demi-finales. Notre invité sera aujourd'hui le directeur général du CFM Indo-Suez Wealth, Mathieu Ferragu. CFM Indo-Suez Wealth Management a été élu meilleure banque de Monaco pour la 6e année consécutive. Créée en 1922 sous le nom de Crédit Foncier de Monaco, cette banque célèbre donc son centenaire. Depuis un peu moins longtemps, mais ça fait quand même 10 ans que le prix Monte Carlo Femme de l'année est décerné. Et cette année, 3 femmes scientifiques ont été mises à l'honneur dans des domaines tels que les diagnostics du cancer du sein, la radioactivité dans l'environnement ou encore en sciences planétaires. Des lycéens participent actuellement au programme Apprenti collectionneur. L'objectif, sélectionner et acquérir une œuvre pour les collections du nouveau Musée national de Monaco. Et enfin, nous sommes allés à la rencontre des baigneurs du stade nautique Régnier 3, la piscine du Port Hercule qui vient de rouvrir ses portes ce lundi. Il y a pile un an, en basket, Monaco remportait le trophée d'Eurocup. Et bien, un an après, en Euroleague, la compétition suprême européenne, la Roca Team a rendez-vous avec l'histoire. Ce mercredi en Grèce, avec le dernier match des quarts de finale face à l'Olympiakos. Les deux équipes sont au pied du mur. On retrouve sur place Yannick Debever et Sylvain Péroumal. Remettons-nous dans le contexte, Fabien. Monaco est la première équipe de l'histoire à se qualifier pour les playoffs d'Euroleague pour sa toute première participation. C'est donc déjà un exploit que d'être ici et ça le serait encore plus d'atteindre le Final Four. Les stats historiques ne parlent pas en faveur de la Roca Team puisque aucune équipe ne jouant le match décisif à l'extérieur ne s'est qualifiée pour le tour suivant. Pour réussir pareil exploit, il faudra compter sur une stat à 3 points un peu meilleure que lors des matchs précédents. Même en gagnant ce match 4, Monaco n'avait réussi que 5 paniers longue distance sur 23 tentatives. À l'extérieur, ça ne suffira pas. Dans un stade de la paix et de l'amitié hostile, à guichet fermé, 11 500 spectateurs seront contre la Roca Team. Côté tendance, on peut penser à deux opposés. L'Olympiakos d'abord qui pourrait se mettre la pression, celle de perdre ce match et de gâcher leur très belle saison. Et côté Roca Team, on peut penser qu'ils n'ont aucune pression. Leur objectif est déjà atteint. La qualification pour l'Euroleague la saison prochaine est assurée. Désormais, ce n'est que du bonus. Impossible de savoir quelle équipe s'en sortira le mieux. Une chose est sûre, ce match s'annonce haletant, comme l'a été l'ensemble de cette série entre deux équipes magnifiques. Match à suivre et vous en avez l'habitude en direct sur Monaco Info ce mercredi donc à 20h30. Place à notre invité du jour et nous allons parler de finance avec le directeur général du CFM Indo-Suez Wealth, Mathieu Ferragu, bonsoir. Bonsoir. CFM Indo-Suez Wealth Management a été élu meilleure banque de Monaco pour la 6e année consécutive dans le magazine international Global Finance. Votre réaction tout simplement par rapport à ce prix ? C'est un sentiment de fierté puisque ce magazine américain qui est distribué dans 193 pays du monde nous a pour la 6e année effectivement attribué le prix de meilleure banque en principauté, ce qui est un véritable honneur pour nous. Pour remettre dans le contexte, qu'est-ce que ce magazine international Global Finance ? Quelle est sa légitimité en quelque sorte pour vous décerner un prix ? Alors International Global Finance est un magazine spécialisé dans la finance dont les jurys qui décernent ce type de prix sont des professionnels. Donc cela donne toute la légitimité à ce prix. Qu'est-ce que représente CFM Indo-Suez à Monaco en termes de portefeuille, de collaborateurs ? Alors CFM Indo-Suez sur Monaco, c'est 387 collaborateurs, donc premier employeur bancaire, et une activité qui se répartit entre la gestion de fortune, qui est l'activité principale des banques monégasques, mais aussi l'accompagnement des sociétés commerciales et aussi le retail banking, donc la banque de détail. Et vous avez des clients comme ça à travers le monde ? 2/3 de la clientèle de CFM est une clientèle monégasque ou résidente en principauté, et 1/3 de la clientèle est disséminée à travers le monde avec une concentration essentiellement sur l'Europe. D'un point de vue général, comment se porte le monde bancaire, le monde de la finance en 2022, après la crise sanitaire et pendant cette crise diplomatique internationale que l'on vit actuellement ?
Alors nous sommes dans une phase que je qualifierais un peu de transition, alors que nous pensions que la crise sanitaire touchait à sa fin, a démarré cette crise géopolitique qui a pour effet immédiat d'amplifier certains phénomènes économiques que nous pouvions anticiper auparavant. Et je fais référence notamment à l'inflation, je fais référence aussi aux politiques budgétaires et politiques monétaires des banques centrales. Et donc nous voyons que cette crise, au-delà de ces aspects purement géopolitiques, peut avoir des conséquences durables sur l'économie. Et nous voyons actuellement des taux d'intérêt qui commencent à se redresser, notamment les taux d'intérêt longs. Et cet effet immédiat peut avoir des impacts durables sur les modèles économiques des banques en général, cette crise. Oui, justement, quelles sont, selon vous, les perspectives d'avenir en termes de finances ? Alors, les perspectives restent bonnes, notamment pour la finance en principauté, qui est une activité qui reste très dynamique. En revanche, nous anticipons des évolutions assez significatives dans les mois et années à venir, notamment avec cet impact des taux d'intérêt qui pourrait durablement changer les modes de financement, avoir un impact sur les financements de façon plus large, mais aussi un impact sur les marchés financiers, dont on voit depuis le début de l'année 2022 des performances assez en retrait, ce qui a un impact assez fort sur la posture, je dirais, et la vision des investisseurs eux-mêmes. Mathieu Ferragu, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et on retrouve Julia Vial pour un premier point sur l'information. Bonsoir Julia. Bonsoir Fabien, bonsoir à toutes et à tous. Ce vendredi, sous la présidence du ministre d'État Pierre Dartout, s'est tenue la deuxième réunion de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive et la corruption. Composée d'acteurs institutionnels et des représentants des professions assujetties à la législation anti-blanchiment, ce comité veille tout simplement à la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte pour la période de 2022 à 2024. Cette réunion a aussi permis d'acter la création de différents groupes de travail qui s'inscrivent, Fabien, dans le cadre du déploiement du plan d'action de la stratégie nationale. Des lettres de créance ont été remises ce matin au Palais Princier aux ambassadeurs de Chypre, du Mexique, du Vietnam et de la République du Salvador. En effet, Fabien, le prince Albert II de Monaco a reçu au palais différents ambassadeurs, notamment Lorena Soldepol de la République d'El Salvador, mais aussi Georgios Chakali, il représentait la République de Chypre, est ensuite arrivé au palais princier Blanca Elena Jiménez Cineros, ambassadeur du Mexique. Pour finir, Toan Phan Dinh, ambassadeur de la République socialiste du Vietnam, a lui aussi été accueilli au palais princier. Isabelle Béraud Amadei, conseiller de gouvernement, ministre pour les relations extérieures et la coopération, les a ensuite, Fabien, reçus lors d'un déjeuner organisé à l'hôtel Hermitage. La remise des prix Monte Carlo Femmes de l'année s'est déroulée ce lundi soir à l'hôtel de Paris. 3 femmes issues du monde scientifique ont été mises à l'honneur pour leurs travaux et leurs recherches. Vanessa Dessy vous en dit plus sur des images de Thomas Deus. Récompenser les femmes de l'année pour leur activité en lien avec la principauté ou leur contribution dans le reste du monde, la journaliste Cinzia Coleman a initié un prix afin de récompenser le travail de femmes d'exception. Nous fêtons 10 ans du prix Monte Carlo Femmes de l'année. Déjà 10 ans, c'est passé vraiment très vite. Et donc ce soir, nous avons les gagnants de ces 10 ans. De femmes, il y en a toujours beaucoup qui font des choses très intéressantes, même dans notre soirée, dans la salle présente. On ne peut pas donner des prix à tout le monde, mais il y a beaucoup de femmes qui les méritent. Nadia Radaoui a reçu le prix Monte Carlo Femmes de l'année pour avoir identifié une nouvelle méthode qui permettra de diagnostiquer le cancer du sang. Il s'agit d'une méthode de détection des cellules cancéreuses après le suivi, après le traitement, parce que en fait, c'est qu'après 5 ans de la thérapie sans rechute de la maladie. Avec notre méthode, on a raccourci ce temps-là, ces 5 ans-là, pour être sûr que la thérapie a réussi. C'est un grand honneur d'être ici avec toutes ces femmes
excellente. Monaco, c'est the place to be. Yolanda Osvat a également reçu le prix Monte Carlo Femme de l'année pour sa contribution à la création d'un laboratoire d'analyse qui permet de mesurer la radioactivité dans l'environnement. Giovanna Tinetti, quant à elle, est récompensée pour avoir identifié de la vapeur d'eau dans l'atmosphère d'une planète en dehors de notre système solaire. Et au lendemain de cette remise de prix, ce mardi s'est déroulée la 5e édition du Monaco Women Forum qui s'est tenue au Conseil national. Le forum a été ouvert par un discours vidéo du haut-commissaire des droits de l'homme, Madame Michelle Bachelet. Les élèves que vous allez découvrir dans ce reportage sont en classe de terminale option art des lycées FANB et Albert Ier. Tout au long de l'année, ils ont pu participer au programme Apprentis collectionneurs qui leur permet de sélectionner et acquérir une œuvre pour les collections du nouveau Musée national de Monaco. Alexandra Pani, Lionel Bernardi et Clélia Renaud les ont suivis durant cette dernière phase à l'occasion de leur présentation devant le jury de professionnels. Défendre une œuvre et son artiste, justifier le budget, la technique utilisée, tels de véritables marchands d'art. Ces jeunes élèves de terminale avaient à cœur de défendre leur choix devant ce jury de professionnels. Ils sont une quinzaine à avoir été sélectionnés cette année pour faire partie du projet Apprentis collectionneurs du nouveau Musée national de Monaco. Une expérience unique pour ces élèves qui se destinent pour la plupart à une carrière artistique. Au début, j'avais un peu peur parce que au début, j'ai vu que par exemple, quand j'appelais les galeries, quand j'avais envoyé un mail aux galeries, ça répondait pas forcément. Et du coup, moi, dans ma tête, je me disais, ça me ferait peur de les appeler. Et finalement, c'était une très bonne expérience puisque une fois que je les ai appelés, c'est des gens bienveillants souvent derrière le téléphone. Et une fois qu'on a présenté dans quel cadre on faisait cette demande, et ben, tout allait très vite. Et donc, à la fin, j'ai pu enfin trouver une œuvre qui m'intéressait vraiment avec tout ce qu'il fallait avec. C'est quelque chose que peu de personnes ont la chance de faire et ça, on le comprend très bien. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi dur à choisir des œuvres, mais également à les mettre en relation, à être en relation avec les galeries, mais également avec les directeurs de Monaco. J'imaginais pas le monde des galeries de cette manière en fait. On avait des galeries et du moins des directeurs artistiques qui nous ont répondu, qui étaient très gentils, qui comprenaient beaucoup notre situation et comment ça se passait, qu'on était des élèves et que du coup on n'avait pas toute l'expérience, qu'on ne parlait pas de la meilleure manière. Ce programme pédagogique a pour objectif de familiariser ces adolescents avec l'art contemporain, mais aussi à la mission première d'un musée qui est de collectionner. Ils ont eu plusieurs séances durant lesquelles ils ont pu découvrir les collections du NMNM, réaliser des travaux d'écriture, préparer leur oral, mais aussi discuter avec les galeries et négocier les prix. Car cette année, ils avaient pour budget maximum pour l'achat de l'œuvre 20 000 €, un véritable travail de découverte du monde de l'art. Justement, en tant que professionnel de l'art et professionnel des musées, on est à la fois dans une démarche qui consiste à défendre des artistes, mais aussi défendre des galeries et constituer une collection. Cette collection, elle a du sens pour ce qu'on fait, les publics qu'on veut toucher et la philosophie plus générale d'une collection et d'un lieu patrimonial qui est à la fois un lieu de conservation, de diffusion et d'éducation. Une expérience qui peut ouvrir des portes pour leur future carrière. Cette année, c'est l'œuvre Compelling Backstory de l'artiste sud-africain Anton Kannemeyer qui a été retenue pour entrer dans les collections du nouveau Musée national de Monaco. Le programme Apprentis collectionneurs a été développé il y a 5 ans déjà, en 2017, par le NMNM en partenariat avec la Direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports et le soutien de la Sogeda. Nous continuons dans le domaine de la culture avec vous, Julia, et notamment le spectacle Les Lettres de Montmoulin, mis en scène et joué par Philippe Cobert. Une pièce, Fabien, tirée des célèbres textes d'Alphonse Daudet. Elle aura lieu du mercredi 4 au samedi 7 mai à 20h30, puis une séance sera proposée ce dimanche 8 mai à 16h30 au Théâtre des Muses. Philippe Cobert raconte, incarne et fait revivre le chef-d'œuvre du père de la littérature provençale à travers 13 histoires. Des histoires qui vont vous emmener tout simplement au cœur d'un pays, évidemment celui de la Provence, entre paysages merveilleux et accents chantants. Pensez à réserver au plus vite votre place sur le site internet du Théâtre des Muses. Pour ravir toutes les mamans pour la fête des mères, un atelier écoludique intitulé « Mon petit tableau floral » est organisé en Principauté. Tout à fait, Fabien, ce mercredi 4 mai à 14h, à 15h et à 16h à la salle polyvalente à Fabrica. Elle se situe, je vous le rappelle, au niveau de l'entrée supérieure du parc Princesse Antoinette. Au programme donc, fabrication d'un tableau floral pour la fête des mères. Sa particularité est qu'il sera fait
à partir de produits 100% recyclés. Les futurs participants sont invités à se munir d'un couvercle en carton type dessus de boîte à chaussures pour s'en servir ensuite de cadre pour le tableau. Cet atelier est gratuit pour les enfants de 6 à 10 ans sur inscription au préalable auprès de l'association Les Petits Écoliers de Monaco. Vous pouvez directement appeler le 06 80 86 41 52. Je vous le rappelle, la fête des mères, c'est le dimanche 29 mai. Et un message pour mes enfants, la fête des pères se célébrera le 19 juin. La Croix-Rouge monégasque a remis en place une cellule d'écoute. Cette cellule d'aide est anonyme et gratuite. Elle vient d'être réactivée et vous pouvez la contacter du lundi au vendredi de 14h à 18h au numéro qui s'affiche, Fabien, juste en bas de votre écran. Des professionnels de santé sont là pour accompagner, informer et orienter les personnes qui en ont besoin. La SMEG s'apprête à mettre à disposition 5 véhicules de la marque Tesla pour les usagers mobiles à partir du 3 mai prochain. L'application d'autopartage de véhicules électriques permettait déjà de rouler avec des Twizy Renault et des Peugeot E208. 5 véhicules Tesla vont venir renforcer la flotte mobile avec des modalités de location un peu plus renforcées. Il faudra notamment être titulaire du permis B depuis au moins 3 ans et être âgé de 25 ans au minimum. L'usager pourra donc rouler à bord d'une Tesla qui disposera d'une autonomie de 490 km et pourra être louée pour des déplacements à Monaco, en région PACA, mais aussi dans le Piémont et la Ligurie. Depuis lundi, le stade nautique Régnier 3 a rouvert ses portes au public. Des nageurs impatients de goûter à nouveau à l'eau de mer de cette piscine olympique. Alexandra Pani et Alexandra Marangoni sont allés recueillir leurs sentiments au bord du bassin. C'était super, elle est merveilleuse, l'eau, la bonne température, pas trop de monde encore et donc ça fait du bien, la petite pause entre midi et 2, c'est génial. D'abord on habite ici, c'est de l'eau de mer, ça c'est fabuleux, on a quand même un tarif, vu qu'on est très jeune, vous ne le direz pas, donc on a quand même le tarif réduit, passer une journée, et là enfin moi je trouve qu'on a beaucoup de chance. Donc on fait un peu la mer et on fait un peu la piscine. Ça nous manquait effectivement. On est toute une bande de copains qui venons nager depuis une quinzaine, vingtaine d'années. Et j'ai fait partie du club de triathlon de Monaco. Donc on a pris l'habitude de venir nager ici, on a 2 lignes réservées, donc on est très contents. Là, elle est un peu fraîche, on recommence la saison. Mais en tout cas, on est très contents d'être ici. On aime bien quand on nage et que on nage et on s'amuse dans l'eau. On se retrouve, c'est convivial. Et puis la piscine, elle est belle, elle est olympique, 50 mètres. Et puis il y a le soleil, voilà, les amis, le petit snack, et les maîtres nageurs et le personnel qui est très sympathique. On est très contents. Voyons voir si le temps sera propice à une baignade au stade nautique dans les prochains jours. Voici la météo. Alors Fabien, j'ai envie de vous dire que cela dépend si vous êtes frileux ou pas, car pour ce mercredi 4 mai, il y aura une alternance de nuages et de soleil. Du côté des températures, on a connu plus chaud cette semaine puisqu'elles seront comprises entre 12 et 17 degrés. Demain sera la Saint-Sylvain. Merci Julia. Les photos de fin de journal sont consacrées aujourd'hui à la redynamisation du quartier de la Condamine avec de nouvelles enseignes. Un reportage y sera d'ailleurs consacré dans l'édition de mercredi. Ce sont des photos prises par Stéphane Dana. Ce journal est terminé. On se retrouve demain à 19h. À très bientôt. Au revoir.